Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue à la source numéro 1 d'informations sur le Barça en français, le Blaugrana Podcast. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club et interagissez avec nous sur Twitter dans le compte @BlaugranaPod. En provenance de Montréal, mesdames et messieurs, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison du Blaugrana Podcast. Ici avec vous, comme à l'habitude, Michael et avec moi, mon collègue Alec. Bonjour Alec. Salut Michael, en pleine forme? Ça va bien toi? En pleine forme, très excité, saison 2 déjà, ça va vite. Ça a été une grande première saison, beaucoup d'épisodes bien remplis et je tenais à remercier tous nos auditeurs de leur soutien et de leur écoute pendant tous ces épisodes et on tient à vous informer que ce soutien que vous nous offrez nous motive énormément à continuer à vous donner du contenu et à travailler très fort pour nous assurer qu'il soit de qualité optimale semaine après semaine. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, l'origine du total football, la philosophie de jeu du Barça. Comment est-elle née? D'où est-ce qu'elle vient? Et comment qu'elle a fait son chemin jusqu'à Barcelone. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, Alex, si tu pourrais me dire, pour toi, ça représente quoi, le total football? Pour moi, c'est la philosophie du Barça, pour moi, pour être honnête avec toi. C'est sûr qu'en faisant des recherches, après, en lisant des articles, en grandissant, j'ai vu, c'était l'Ajax et tout, on va en reparler. C'est aussi, moi, mon premier coach qui était très fan de ça, qui nous parlait de total football quand j'ai commencé à 13-14 ans, un peu tard, à jouer au soccer, au foot. Et on savait pas trop c'est quoi, on faisait des exercices, on était attaquant, milieu, défenseur en même temps. Après, on a compris que les positions, c'était une chose, mais c'était plus l'interprétation de l'espace qui était important dans un match, selon le contexte d'où se trouvait le ballon. Et c'est là qu'en regardant les matchs, je les ai vus complètement différents. C'est là que j'ai vu des courses sans ballon qui changeait l'action. C'est pour ça que pour moi, Xavi, c'est mon joueur préféré. Il touchait pas la balle et il faisait la passe décisive. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Avec une course, ça crée une... Tu sais, c'était des trucs tellement... Tu remarques pas sans avoir lu, sans avoir regardé le match 2-3 fois, que tu peux pas les voir parce que les pros, c'est des machines, c'est des génies, les gars. Tu sais, c'est une compréhension encore plus grande du soccer pour moi. Tactiquement parlant. Même quand j'ai coaché, je coachais à un très bas âge, là, c'était à des joueurs de 10-11 ans. Mais quand même là, je leur apprenais que oui, une position, pas parce que t'es attaquant que tu dois rester en avant devant le but puis attendre la balle. Tu dois bouger avec le ballon, suivre le ballon, créer des espaces. Parce que le ballon, quand t'es tout seul, parce qu'il y a un espace qui a été créé par une course. Des choses comme ça, tu sais, tactiquement, moi, j'ai toujours adoré la tactique dans tous les autres sports. Et dans le soccer, pour moi, où je me régale le plus, c'est quand justement le Barça, quand c'est même l'Ajax de nos jours, ils jouent encore un style semblable. Les Pays-Bas, l'Espagne, on va en parler là, des grandes années. C'est ce style-là. Ricardo Lavolpe, qui est un gars qui est très fan du total football, a entraîné le Mexique en 2006. Et c'était la plus belle sélection que j'ai vue à ce jour. Ça jouait, mais tellement bien, une touche. Puis tu sais, les gars, que ce soit pied gauche, pied droit, avec la tête, physiquement, top shape tout le match, bouge sans arrêt, on a l'impression d'être 13 sur le terrain. Pour moi, le total football, c'est la plus belle expression que le soccer peut avoir. Excellent. Donc, sous cette très belle introduction, on va commencer à vous expliquer, chers auditeurs, d'où vient cette fameuse philosophie de jeu qui nous a fait tomber en amour avec le Barça. Donc, l'entraîneur que tout le monde de la génération, je dirais des années qui sont nés dans les années 80-90 en montant, donne énormément de crédit à Johan Cruyff pour le total football. Mais en fait, Johan Cruyff
a seulement perfectionné, je pourrais dire, une philosophie qui lui avait été enseignée par son entraîneur à l'Ajax, au Barça et avec les Oranges, avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Et cet entraîneur qui lui a inculqué cette philosophie s'appelait Rinus Michels. Rinus Michels, qui est un entraîneur qui a eu énormément de succès, particulièrement dans les années 70. Mais avant de parler de Rinus Michels, je voudrais aussi parler d'un entraîneur qui a, lui, enseigné le total football à Rinus Michels même. Et cet entraîneur s'appelle Jack Reynolds. Et c'était l'entraîneur de Rinus Michels à l'époque où Rinus Michels lui-même était footballeur pour l'Ajax d'Amsterdam. Absolument. Jack Reynolds, qui prend le crédit vraiment comme étant le précurseur du total football, a été manager de l'Ajax de façon intermittente, pas de façon consécutive, mais de 1915 à 1947. Et Jack Reynolds qui est anglais, qui est quand même surprenant dans un sens où l'Angleterre, nous on a le réflexe de dire c'est du kick and rush, c'est des gros tacles, c'est bourrin, 4-4-2. Et non, en fait, le football total vient d'un anglais. Moi, ça m'avait surpris, honnêtement. Ça vient d'un anglais, mais ça vient d'un anglais qui était quand même très ouvert culturellement, qui a voyagé, qui a ouvert ses horizons au-delà des frontières du Royaume-Uni, qui a été perfectionner son art dans un autre pays, un pays dans lequel il connaissait très peu, il connaissait pas la langue, il connaissait pas la culture. Et il a quand même réussi non seulement à développer son art, mais à influencer une tradition de jeu qui est aujourd'hui centenaire. Non, absolument, c'est incroyable le chemin parcouru. C'est vraiment, tu sais, veux pas, sans le savoir peut-être à l'époque, il a changé le soccer à tout jamais. C'est incroyable quand même. Exactement. Donc, soit dit en passant, c'était 8 championnats de la Eredivisie pour Jack Reynolds avec l'Ajax. Son premier en 1918, son dernier en 1947. Wow, ok, ouais. Et avant le passage de Jack Reynolds, l'Ajax, qui avait été fondé en 1900, n'avait pas gagné le moindre trophée. Donc, avec ce succès que cette philosophie-là a eu à l'Ajax, bien entendu, l'Ajax a gardé cette tradition dans les entraîneurs subséquents. Mais quand Rinus Michels est arrivé, c'est là où est-ce que tout a basculé à tout jamais pour ce club. Rinus Michels est devenu entraîneur de l'Ajax en 1965. Et en 1971, l'Ajax gagne la première de 3 Coupes d'Europe consécutives. Et qu'est-ce qui est spécial avec l'Ajax de l'époque, c'est que Rinus Michels a créé des nouveaux postes, des nouvelles façons pour les joueurs de se positionner. Et les 2 postes qu'il a créés, qu'on reconnaît le plus, ont été occupés par 2 des joueurs qui sont des plus reconnus, même par la génération courante, que ce soit à l'Ajax, avec les Oranges, ou même au Barça. Et là, je parlerai premièrement de Johan Niskins, qui a été le premier numéro 6 moderne, le premier milieu défensif central moderne. Donc, je vais t'envoyer la question, Alec. Pour toi, tu le vois comment le numéro 6 dans un dispositif traditionnel qui suit le schéma tactique du total football? Bah, c'est un numéro 6, presque un meneur de jeu reculé. Tu un Busquets, pour moi, serait le meilleur exemple. Un gars qui peut défendre, évidemment. Tu as un numéro 6, maintenant, c'est un gars physique qui prend la balle de la tête. 3e défenseur central. En fait, un numéro 6 moderne, en fait, avec la balle, quand le gardien relance, c'est un libéro. C'est la première rampe de lancement. Avec la balle un peu plus haut, il va se placer entre le milieu et les défenseurs pour faire le register, meneur de jeu reculé. Quand en position offensive, il va s'assurer d'avoir la possession juste après le rond central
donc comme un milieu offensif, presque un meneur de jeu. Donc c'est vraiment un gars qui va faire tout l'axe en fait. La colonne vertébrale, ça va être presque lui. C'est lui la première rampe de lancement, mais c'est aussi lui qui va faire la transition. Donc c'est plus qu'un gars défensif. C'est presque le gars qui va dicter le tempo, j'ai envie de te dire. Là. En fait, c'est lui qui va décider le tempo de son équipe. Est-ce qu'on joue long, est-ce qu'on joue court? C'est aussi lui qui va diriger la défense et diriger son bloc. Est-ce qu'on coulisse à droite, on coulisse à gauche? Est-ce qu'on saute une ligne ou non directement? Ou on calme le jeu? Donc un 6, pour moi, c'est le chef d'orchestre d'une équipe avec la balle. Là. Dans ce rôle-là, là, dans ce contexte tactique-là. Parfait. Et là, tu me parles du rôle du numéro 6. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais me dire de l'animation c'est-à-dire du rôle des autres joueurs, disons, autour de ce numéro 6? Comment qu'ils font pour interagir avec lui, que ce soit défensivement ou offensivement? Il y a un mot-clé que moi qui me vient toujours en tête, que Warzeula dit toujours, qu'il répète 6 fois de suite presque, comme si ça serait son toc à lui, c'est le mouvement. C'est que du mouvement. C'est pas parce que, comme je disais tantôt, le 9 il reste pas devant le but. Le 9 il peut venir milieu de terrain, il peut venir latéral droit si ça va faire bouger un défenseur pour que l'ailier prenne sa place dans l'axe. C'est des changements de position. C'est si moi je dois aller à gauche pour te libérer la droite pour toi, je le fais peu importe ma place. C'est des gars qui peuvent jouer en une touche, qui peuvent garder la balle quand il faut, qui peuvent accélérer le jeu quand il faut. Donc vraiment autour du 6, c'est que du mouvement. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque du Barça de Warzeula, pour moi qui est le meilleur exemple récent, le meilleur exemple que moi j'ai vu. Pedro était lié sur la feuille de match seulement. David Villa était attaquant sur la 9 sur la feuille de match. Messi était ailier droit ou 9 sur la feuille de match aussi. Daniel Alves était un latéral droit sur la feuille de match aussi, parce que Daniel Alves des fois jouait attaquant presque. Messi des fois jouait milieu de terrain, des fois il jouait latéral droit presque quand il prenait la balle. Iniesta allait se prendre entre les lignes. Fait que c'est vraiment de l'interprétation de l'espace. C'est vraiment s'il y a une place là, la balle va aller là et cette passe-là va en créer une autre. Comme Xavi avait dit, pour moi une bonne passe, c'est pas une passe qui arrive dans tes pieds. Parce que si tu en as 3 autour de toi, c'est une mauvaise passe. Parce que tu perds la balle. Ouais. Une bonne passe, c'est qu'est-ce qui va arriver après la passe. Qu'est-ce que ma passe a fait. Pour moi, le football total, c'est ça. C'est en fait... C'est du mouvement, c'est de l'interprétation de l'espace, c'est de la création d'espace. C'est pour ça que j'adore autant en fait cette tactique-là, parce que c'est de la création de foot. Parfait. Donc, avant de passer à la prochaine position, je te pose une question directe. Pour quelqu'un qui est néophyte dans le football, est-ce que ce serait juste de décrire le football total comme étant un dispositif tactique où tout joueur de champ, c'est-à-dire tout joueur sauf le gardien de but, serait capable ou en mesure d'occuper le rôle d'un coéquipier pour conserver la structure? Oui, absolument. En fait, c'est presque... je dirais pas un casse-tête parce que chaque pièce a son utilité. En fait, je dirais c'est un casse-tête, mais où tout le monde est la même pièce, en fait. Dans le sens où tout le monde peut aller n'importe où, puis au final... c'est pour créer des occasions pour défendre. Je pense que c'est des anecdotes de Cruyff qui disait au début, Michel, on pensait qu'il était fou. Les attaquants dans les pratiques, ils jouaient libéraux. Les latérales gauche jouaient 6. On disait c'est un fou ce gars. Mais finalement, quand l'attaquant devait descendre défendre un corner, il se trouvait avec la balle dans la position de libéraux, il savait quoi en faire. Il la débarré, il la kickait pas en touche. Il savait comment refaire une relance propre en tant que libéraux. L'attaquant qui montait, mettons, pour un corner ou un coup franc, il trouvait la balle au... Des fois, quand un central, on trouve ça drôle, quand il prend un retour, il est dos au but, il sait pas quoi faire, il panique, il fait une feinte, il tombe. Là, non, le central, il savait quoi faire. Il faisait le jeu que le 8 aurait fait à sa place. Donc oui, je pense que le football total, c'est limite utopique dans le sens où tout le monde peut jouer partout. Fait que oui, je pense que c'est utopique maintenant quand tu regardes le football moderne. Là, tu te dis c'est impossible ça. Mais les Brésiliens ont souvent eu ça, tu sais, aussi, même là, à l'époque où le gardien il faisait des jongles, il faisait des sombreros aux joueurs. Genre, tu disais même le gardien il peut jouer attaquant, tu sais, ben, c'était un peu ça. C'était tout le monde peut jouer partout parce que tout le monde comprend le foot à 100%. Maintenant, un exemple d'un 9 classique, si tu le mets défenseur, il a l'air pourri parce que lui, son rôle c'est contrôle-frappe, des remises, c'est tout. À l'époque, l'attaquant, il savait comment le défenseur jouait. Le défenseur, il comprenait comment le 9 jouait. Je pense qu'aussi dans la collectivité de comment lui il veut recevoir la passe, je pense que c'est important aussi. Tu sais que l'attaquant, la passe,
s'il fait un appel d'une telle façon, il la veut en profondeur. S'il vient décrocher, il la veut dans les pieds d'une certaine façon, parce que toi, tu joues attaquant dans les pratiques, fait que tu sais comment la recevoir. Fait que je pense que c'était vraiment la compréhension totale, justement, du foot, là, d'où le nom. Là. Parfait. Donc, pour passer au prochain poste, qui a été créé sous Rinus Michels, c'est un poste qu'on appelle communément le 9,5. Ouais. C'est-à-dire, moi, anyway, ma compréhension du 9,5, ce serait un attaquant de pointe qui serait plus impliqué dans la construction du jeu et qui serait capable de créer comme de profiter des occasions lui-même. Et sinon, pour toi, comment tu le vois, disons, ce rôle-là, et si on peut se mettre en contexte, disons, avec un Johan Cruyff dans les années 70? Ben c'est ça, c'est presque un meneur de jeu et un finisseur en même temps. Tu sais, je pense que Messi à Guardiola, je pense que c'était un bel exemple aussi. Même Fabregas avec la Roja l'a fait. Il l'a très bien fait, dans le sens où c'est lui qui va venir déplacer les défenseurs. C'est le 9,5 justement parce qu'il a les qualités pour garder la balle au pied. Tu me parlais dans un des derniers podcasts qu'on a fait de la dernière saison que Chicharito avec la balle était pourri. Ouais. Mais là, il y a 10 ans, on aurait dit, bon, on s'en fout tant qu'il la met dans le but, on lui demande pas de faire les passes, tu sais. Mais maintenant, oui, et ça vient du football total. On demande maintenant au 9 de pouvoir décrocher, de pouvoir se tourner et faire une passe entre deux lignes en profondeur. Avant, c'était impensable. Le 9, c'était un grand, il met des têtes, point. Là, non, avec Johan Cruyff, qui était un 10 et un 9, donc le 9,5, arrive à créer des chances, arrive à commencer l'action et à la terminer aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment exploité encore à 100%. Les deux postes les plus efficaces dans un match, c'est ceux qui sont dans l'axe, le 10 et le 9. Parfait. Donc, Rinus Michels, après avoir quitté l'Ajax en 71, il y a eu quelques interludes dans sa carrière. Il s'est ramassé avec les Oranges en 1974. Les Oranges ont fait finale de Coupe du Monde. Ils ont perdu. Il est décrit comme une des plus belles équipes de tous les temps. Surtout comme la plus belle équipe qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Absolument. Il y a des puristes qui vont peut-être emmener en avant les Mighty Magyars, l'équipe de Hongrie des années 1950. Aussi. C'est un argument qui se tient parce que l'équipe hongroise des années 50 aussi pratiquait le football total. Absolument. L'ayant appris d'un des étudiants de Jack Reynolds, Jimmy Hogan. Football total est quand même une compréhension romantique du foot. C'est dans le sens que ça va pas t'assurer une victoire, mais ça va marquer les gens d'une autre façon. T'sais, en perdant, ils restent les plus beaux. T'sais, c'est quand même une façon romantique de voir le foot. Donc, après cet interlude, mais en fait, cet interlude est arrivé plus loin, de 1971 à 1975. Rinus Michels s'emmène au Barça. Et il emmène avec lui, dans un premier temps, Johan Niskens et ensuite Johan Cruyff. Et le Barça gagne son premier titre de la Liga en 1974, le dernier titre ayant été gagné en 1961. Wow. Okay. En ayant appliqué cette philosophie. Et le Barça jouait à 4-4-2 à l'époque. Le Barça jouait 4-4-2 à l'époque, exactement. Dans les années 60 jusqu'à l'arrivée de Rinus Michels. Et, fait intéressant, le précurseur de cette philosophie, celui qui l'a instauré dans la culture du Barça, ça a vraiment été Rinus Michels. Et ça l'a continué par la suite. Quand Carles Rexach a pris place fin années 70, début années 80, il a continué dans la même veine. Et plus tard, en passant, Rinus Michels a eu un deuxième passage au Barça, après son deuxième passage à l'Ajax. Et il a quitté définitivement le Barça en 78. Mais tout ça pour dire, si on avance plus loin dans l'histoire, après le passage de Rinus Michels, et longtemps après le départ de Johan Cruyff en tant que joueur, et après le départ de Johan Niskens en tant que joueur également, et bien en 1988, le retour du héros, le retour de Johan Cruyff, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Et là, Johan Cruyff pilotera la plus belle
génération du Barça jusqu'à ce moment précis dans l'histoire. 2 titres européens, une Coupe des Coupes en 89, une Coupe d'Europe en 1992, 4 Ligas consécutives de 91 à 94 et certains des plus beaux joueurs que notre histoire ait connus. Ronald Koeman, tu parlais tout à l'heure de libéraux qui passent en milieu défensif. Ronald Koeman, c'était un peu le contraire de Busquets ou encore de Niskins. Lui, c'était un défenseur central qui pouvait passer milieu défensif. De formation, c'était un défenseur central, mais dans un système à 3 défenseurs centraux, c'était lui qui jouait le rôle de sweeper. Ouais, absolument. Et aujourd'hui, Ronald Koeman est entraîneur de la sélection des Pays-Bas et il continue à pratiquer une version plus moderne, mais tout de même une version du football total qui lui a été appris par Johan Cruyff. Un autre joueur de cette équipe, celui qui nous a le plus marqué dans les années 2000, Pep Guardiola. Toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire à propos de Pep Guardiola en tant que joueur? Pour être honnête avec toi, en tant que joueur, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer. C'est après que j'ai lu plus d'entrevues de ses coéquipiers ou plus de reportages de lui comme joueur. C'était un joueur que c'était fait pour le Barça. T'sais, on l'a vu après dans les autres clubs, c'était moins brillant par exemple. Mais c'était un entraîneur sur le terrain. C'était le Johan Cruyff de Michel. Guardiola était moins bon Cruyff évidemment. Mais c'était l'entraîneur, comment je pourrais dire, ça prend toujours un leader dans le vestiaire qui va faire le relais de l'entraîneur. De Cruyff, c'était Guardiola. Puis tout le monde le disait déjà, il savait déjà comment se placer, il savait comment jouer, il donnait des tactiques que c'était les mêmes que l'entraîneur, parce qu'il était sur la même longueur d'onde là-dessus. C'était cet amour, cette compréhension du football total aussi, du football de possession, de passe, de collectivité. Donc Guardiola comme joueur c'était ça, et lui-même l'a avoué, mais avec un talent peut-être plus limité que certains joueurs. Par exemple, un Xavi ou Iniesta que moi j'ai plus vu jouer, qui avait cette compréhension-là et un talent fou en même temps. Guardiola c'était plus cérébral, je te dirais. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup de Johan Cruyff qui résume selon moi sa philosophie. Johan Cruyff, il en a sorti tellement des lignes, mais celle-là, je sais pas pourquoi, mais elle est restée avec moi plus que toutes les autres. Si on a le ballon, eh bien ça veut dire que le rival ne l'a pas. Et là tu me parlais de... Je t'emmène cette phrase-là parce que t'as commencé à parler un peu de football de possession, puis si tu peux approfondir cette notion dans le contexte du football total. Ouais, Guardiola en parle tout le temps, il lui dit nous on garde pas le ballon pour le fun, on dit... Moi ce qui m'a marqué c'est quand il arrive au Barça, puis il dit il y a un ballon. Si nous on prend le ballon, comment ils peuvent marquer les autres? Puis c'est ça, c'est de savoir qu'il y a un ballon, nous on veut le dicter le jeu, c'est vraiment une attitude conquérante. Il y a un ballon, c'est nous qui veut dicter le jeu, c'est nous qui va vous dire où vous allez courir après le ballon. Puis le foot, ça joue avec un ballon. Courir après un ballon, pour moi, c'est pas du foot. Dans le sens où moi, quand je joue au soccer, je veux toucher au ballon. Et le football total, c'est ça. On utilise le ballon à sa pleine capacité. On va pas le gaspiller. Un tir pour le mettre à côté juste parce qu'on veut essayer une frappe de 45 mètres, c'est du gaspillage. De le dégager, j'ai oublié c'est qui l'entraîneur qui avait dit ça. Il disait, je pense que c'était Xavi, il disait pour moi, avoir un ballon, ne pas savoir quoi en faire et le kicker en touche, c'est une défaite. Et c'est ça le football total en fait, c'est chaque ballon, chaque passe, chaque jouet, chaque geste doit servir à quelque chose. Alors, il doit avoir un but, chaque passe, il doit avoir un objectif derrière cette passe-là. Et la possession, tout le monde a dit avec le temps que c'était plate jouer comme ça parce que les équipes sont adaptées puis ils ont laissé 85% de possession à une équipe. Et oui, effectivement, ça fait des matchs plates. Mais le but derrière d'avoir la possession de la balle, c'est ça. C'est nous, on veut marquer, alors on va garder le ballon. On va pas le gaspiller, on va pas tirer pour le fun de tirer. On va faire de chaque ballon le plus qu'on peut. Et c'est ça, en fait, la possession là-bas. C'est d'avoir la balle. Et c'est la meilleure défensive, là, comme tu l'as dit. Ouais. Si l'autre équipe n'a pas la balle, ils peuvent pas marquer. Je voulais dire aussi, parce que tu me parlais justement que les autres équipes sont adaptées. Cruyff a été là de 88 à 96.
Mais moi, disons, le match qui a signifié la fin de la Dream Team, ça a été cette fameuse finale de Champions League 1994 contre l'AC Milan Et Capello. avec Capello, et le Barça se fait battre 4-0. Après, Cruyff ne gagne plus jamais un trophée en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que la philosophie de Cruyff a arrêté de fonctionner de façon aussi drastique pendant cette période? Il y a eu un retour par la suite, mais je veux dire, pendant ces 2 années-là, c'est-à-dire du moment de la défaite en finale de Champions League contre l'AC Milan jusqu'à l'élimination, disons, du Barça contre le Bayern en Coupe UEFA 96. Ben on le sait, le football, c'est des cycles. Là, c'était un cycle de football très offensif où tout le monde n'avait pas encore trouvé la réponse, où tout le monde voulait le copier en jouant pareil. Et quand tu essaies de copier quelque chose, c'est toujours moins bon que l'original d'habitude. Donc, c'est sûr que les équipes se faisaient prendre. Après, il y a eu une révolution aussi, le football de contre-attaque, où on attendait surtout l'erreur des autres. Où on attendait que le Barça, par exemple, fasse une erreur quand il restait juste 2 défenseurs derrière pour attaquer à 4. Donc je pense que c'est là aussi qu'il y a eu les fameuses, tu sais, qu'on défend à 2 lignes de 4. Ça fait 8. Quand le but du football total aussi, c'est d'amener un surnombre tout le temps. Là, on l'égalait avec le surnombre défensif. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait, on bétonnait, puis on disait, vous voulez faire des passes, faites-les. On va créer un piège. Il attendait la passe la plus risquée pour l'intercepter et partir en contre-attaque, qui est un art aussi, la contre-attaque. Différentes façons de jouer au soccer. Et Capello a toujours été un génie pour ça. Là, je veux dire, tactiquement, même en Serie A, les Italiens ont toujours eu cette peut-être sauf Sacchi, ont toujours eu cette capacité d'attendre et de contre-attaquer. Pas de n'importe comment, de contre-attaquer, mais c'est travaillé à l'entraînement. Là. C'est 3 passes, puis on est devant le but. Donc je pense que ça, c'était comme la réponse au football total de Cruyff, qui était très positif, très offensif, au football défensif, mais opportuniste. Et c'est là, comme on sait, c'est du cycle. Donc là, il y a eu le cycle, la contre-attaque est arrivée. Et on l'a vu, là, comme tu l'as dit, c'était cinglant. 4-0 en finale de Ligue des Champions. C'est la passation de pouvoir qui s'est faite à ce moment-là. Et pour moi, cette équipe-là était plus belle que l'équipe de 92. C'était, jusqu'à présent, c'était la plus belle équipe que le Barça avait jamais vue. On parle des Laudrup, des Stoichkov, Romario. Il y avait énormément de talent dans cette équipe-là. Et en plus, c'était une équipe qui était soudée depuis longtemps. Elle avait déjà tout gagné. Mais moi, j'ai encore de la difficulté à comprendre, honnêtement. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça part et ça revient. Même aujourd'hui, on est en train de revenir un peu à ce style de football de contre-attaque après l'hégémonie du Barça de Pep et même un peu après le départ de Pep. Là, la mode, c'est le 4-4-2. Là, tu sais. Ouais, le 4-4-2 à 2 lignes, à 2 lignes droites et on marque sur des erreurs de l'opposition. Mais moi, je trouve que ce type de football est un football qui est extrêmement difficile à regarder. C'est pas un football qui me fait plaisir à regarder. Moi, je préfère le jeu de position et la possession. Tant que dans le dernier tiers, on laisse les joueurs être libres de créer et de construire leurs opportunités par rapport aux espaces qui s'ouvrent à eux. Je voudrais pas voir une série de 50 passes en triangle jusqu'au but quand même. J'aimerais voir quelques dribbles dans le dernier tiers. C'est ce que Guardiola disait en entrevue, et je pense que c'est Sterling qui avait dit ça. Guardiola, il nous dit, bon les gars, pour les 60 premiers mètres, écoutez-moi, après, vous êtes assez bons pour vous débrouiller pour marquer le but. Je pense qu'il disait les 20-30 derniers mètres. Après, moi, j'ai rien à vous apprendre. Les gars, vous êtes les meilleurs au monde. Faites la différence. Mais si vous m'écoutez, dans les 30 derniers mètres, vous allez être en 1 contre 1, en 2 contre 1, dans des positions favorables. Donc, tu sais, Messi, Guardiola lui a pas appris comment jouer au foot. Hein. Mais il lui a appris à se mettre dans des endroits où il allait faire la différence plus facilement. Là, on voit, depuis que Guardiola est parti, on voit beaucoup plus Messi devoir dribbler 4 joueurs avant de faire une passe. Contre Guardiola, il y avait la balle, c'était 1 contre 1.
Fait que, c'est là qu'il mettait des 60 buts, 25 passes décisives facilement. Là. Puis c'est même pas lui qui marquait tous les buts. Donc, pour moi, c'est ça. C'est comme tu as dit, on crée le surnombre. Le football total, en fait, c'est de marquer plus de buts que l'autre équipe. Ça peut sembler banal comme phrase, mais quand tu regardes les matchs maintenant, c'est d'encaisser moins que les autres. Cette mentalité, je pense qu'elle a changé. Et moi, je suis d'accord avec toi. Quitte à perdre, honnêtement, moi, j'aime mieux jouer comme ça. Le match, moi, qui m'a fait mal, parce que c'était le match où j'ai su que Guardiola allait partir, c'est quand Chelsea nous sort en demi-finale, la Chelsea de Roberto Di Matteo. Tout le monde est derrière, puis on balance devant, puis on croise les doigts. Mais le camp nous s'est levé et a ovationné les joueurs du Barça qui venaient de perdre contre le Chelsea Di Matteo. Parce qu'ils ont très bien joué. Parce que c'était une touche, parce que on essayait d'attaquer. On essayait de marquer, on s'est tout donné pour créer des occasions. Ça n'a pas marché. Ils ont perdu. Mais honnêtement, ça m'a fait de la peine, mais j'étais fier du Barça parce qu'ils avaient joué un jeu de football offensif. Là. Moi, si je vois le Barça contre la Roma, par exemple, qui perd en essayant de défendre, je suis dégoûté. Genre. Je suis dégoûté. Définitivement. Ouais. Mais sinon, est-ce que tu pourrais dire que la défaite de 2010 contre l'Inter ou encore celle de 2017 contre la Juve proviennent du même registre, disons, idéologique que celle contre l'AC Milan en 94? Contre l'Inter, je te dirais que oui, dans le sens où Mourinho a fait un peu ce que Capello avait fait à l'époque. Il y avait très bien, honnêtement, c'était dans les deux matchs en fait, c'était un coup de maître de l'entraîneur adverse où Mourinho a parfaitement préparé son équipe. Le 3-1 de l'Inter, moi je ne veux pas revenir parce qu'il y avait un but hors jeu déjà, mais les 3 buts, c'est 3 buts bien organisés, c'est pas du hasard, là, les 3 buts sont planifiés. Au match retour, oui, ils défendent, puis tout le monde dit que c'était de l'anti-football et tout. Mais c'est ce qu'il fallait faire contre ce Barça-là. Et avant le rouge de Mota, ils avaient des contres. Quand avec la balle, ça faisait quelque chose. C'était pas une équipe qui défend à 10 et dès qu'il y a la balle, il la kick en touche. Ça essayait de faire quelque chose avec la balle. Donc je pense que c'est la même mentalité. On défend et dès qu'on a la balle, on profite des ouvertures. Donc oui, je pense que c'était le même. C'est un bel exemple que tu dis. Là, c'était le même parallèle à faire. Contre la Juventus, pour moi, c'était plus un manque d'imagination tactique de Luis Enrique. Que la Juventus a maîtrisé le match, qu'on leur a pas vraiment fait peur. Là. Le 2-0, 2 buts de Dybala, ça avait l'air facile. Honnêtement, j'ai pas vu un Barça dominateur qui s'est fait prendre parce que non, j'ai vu un Barça en manque d'idées, en manque de plan B surtout. Et la Juventus, encore une fois, à l'italienne. On défend solide et à chaque fois qu'on a la balle, on fait mal. Et le Barça, ils n'ont pas eu d'autres idées. Contre l'Inter, on les a dominés. On aurait pu les battre. Boyan, il marque un but hors jeu. On était là, on était proche. Contre la Juve méritait de passer, puis j'ai rien à dire. On était loin des années Guardiola. Exactement. On était loin de la philosophie. Exactement. Ouais. Parfait. Donc, justement, si on peut continuer à parler de l'application moderne, disons, du football total, le tiki-taka. Là, on a parlé un peu du Barça de Guardiola, mais il y a eu une autre application qui a été tout autant célèbre, celle qui avait été appliquée par Luis Aragonés et Vicente Del Bosque pour la Roja de 2004 à 2016. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure du Nueve Mentiroso, du faux neuf. Un rôle qui avait été joué par Fabregas. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre par rapport à comment cette philosophie avait été appliquée pendant la Grande Roja qui a tout gagné pendant 3 tournois consécutifs? C'était surtout la possession extrême du ballon. Là. Plus que le jeu de position. Là, oui, il y avait de la création de l'espace, mais c'était plus une possession extrême où Fabregas était en faux neuf, mais beaucoup plus 10 que 9, là, dans le sens où il était là pour décrocher. Et là, dans le milieu, tu avais David Silva, Iniesta, Xavi, Busquets, Xabi Alonso. Fait qu'il laissait pas la balle à personne. 4-6-0. C'est ça, exactement. Ça joue en 4-6-0 et l'Espagne gagnait 1-0. C'était pas comme Guardiola où après 25 minutes, c'était 4-0, 5-0. Ces 2 premières années, c'était incroyable. Il tuait le match en 20 minutes. Là, c'était plus du tiki-taka, chose que Guardiola n'aime pas d'ailleurs. Je me rappelle un discours d'avant-match contre le Bayern, contre Arsenal. Je pense que c'était au Emirates. Il dit Arsenal sont chauds, ils veulent vous battre. Il dit là on va faire une chose que moi je déteste. C'est de la merde, mais faites du tiki-taka.
tuer leur confiance. On fait que regarder la balle, puis vous allez voir, ils vont se fatiguer. Ils Ouais. vont faire, on peut pas toucher la balle, et là, vous les tuez. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est on les tue. C'est un peu la même chose dans l'Espagne. Si on confisque la balle, on les fatigue et on les tue. C'était moins... Moi, je trouvais ça moins intéressant que le Barça, dans le sens où c'était plus lent. C'était plus garder la balle pour la garder. Je pense que ce qui les a aidés, c'était un Xabi Alonso, qui venait pas du Barça, qui jouait peut-être un petit peu plus direct que les autres. Un Fabregas, qui est un hybride entre Barça et Ligue anglaise aussi, qui joue un petit peu plus direct. Et aussi Xavi Iniesta, qui, oui, faisait du tiki-taka, mais qui bougeait beaucoup. Là. Surtout Iniesta à l'époque, là, qui était phénoménal. Ouais. Mais c'est ce mouvement-là, encore une fois, on en parlait du football total, c'est le mouvement qui a permis à l'Espagne de gagner avec 6 milieux de terrain. 6 milieux de terrain. Javi Martinez qui était milieu de C'est terrain vrai, de formation, mais qui jouait défenseur central. Parce qu'il relançait, c'est encore ça, c'est pour garder la balle. Hein. Donc, moi, je me souviens déjà d'un quote de Pep Guardiola à un moment donné. C'était moitié blague, moitié réalité. Je suis sûr qu'il l'a vraiment pensé, mais il a dit à un moment donné, j'aimerais un jour aligner 10 milieux de terrain. Ouais, je suis sûr qu'il pensait. Non, c'est ça. Mais tu sais, même quand Cesc qui était au Barça, Ouais. puis Guardiola a réalisé son rêve de jouer en 3-4-3, là. Ouais. Tu sais, c'était Abidal qui jouait presque milieu quand on avait la balle. Piqué qui était le seul défenseur. À droite, t'avais Alves qui jouait presque attaquant. Puis milieu, t'avais Fabregas, Iniesta, Busquets, Messi. C'était que des milieux quasiment. Là. Ouais. Puis c'est là que Guardiola, pour moi, il a pris son pied au Barça, je pense. Là. C'est là ou quand il mettait des 11 de la Masia où tout le monde presque pouvait jouer milieu. Tu sais, c'était magnifique. Même Valdez dans les buts, tu sais, c'était un milieu aussi. Hein. C'était fou. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire, disons, dans ce dispositif moderne du football total par rapport au rôle des latéraux? Les latéraux ont complètement changé. Tu sais, avant, un latéral, c'était plus un défenseur de plus, dans le fond, un défenseur central de plus. Tu sais. Défenseur de couloir. Ouais, c'est ça. Tu sais, Sergio Ramos qui a commencé à droite, c'est un bon exemple, qui est rendu central justement parce que lui, il jouait très défensif. Maintenant, le défenseur droit, c'est des Daniel Alves qui, avec la balle, ça devient des attaquants. Sans la balle, ça sait défendre. Des Jordi Alba, qui il y a 15 ans, il n'aurait jamais joué défenseur de sa vie. Hein. Il aurait peut-être été ailier, mais pas défenseur. C'est des gars offensifs qui savent faire la différence dans le dernier tiers et dans le premier tiers défensivement. C'est des gars qui comprennent le jeu, qui font des appels dans le dos de la défense, qui créent le surnombre encore une fois. Et dans le soccer de Guardiola, les latéraux, c'est les joueurs les plus importants, j'ai envie de te dire. Il a presque inventé une nouvelle position en fait où Sterling a joué toute l'année. Quand Walker, il jouait Dani Alves à l'époque, il collait la ligne droite. Messi ou Sterling maintenant, il se mettait entre le 9, entre la ligne et entre le milieu de terrain. Il y a cette zone-là qui d'habitude il n'y a jamais personne, il est placé là et tu regarderas les matchs, ils sont toujours tout seuls. Ouais. Et si lui a la balle, vu qu'il est entre trois positions, si le défenseur vient le chercher, le 9 fait un appel derrière. Ouais. Si le milieu vient le chercher, le milieu dans l'axe devient tout seul. Et si le gars à droite vient le chercher, c'est le latéral qui déborde tout seul dans l'espace. Ce jeu-là, tu te rappelles les combinaisons Alves-Messi, c'était ça. Ouais. Il y a toujours un des deux tout seul, ou sinon il se tournait, Villa tout seul. Eto'o tout seul, Ibra tout seul. Et moi, c'est Guardiola, j'ai analysé tellement ses matchs. Des fois, j'ai revu ses matchs 4 fois pour voir des mouvements de même. Et c'était magique. Il trouvait des espaces, il créait des positions, j'ai envie de te dire, phénoménal. Finalement, la dernière position que je voulais couvrir avec toi, qui est de plus en plus en vogue, de plus en plus populaire, mais qui existe quand même depuis longtemps, c'est juste que je dirais, les gens commencent à peine de le remarquer, le fameux sweeper keeper. Ah ouais, vraiment, maintenant qui est un must, hein, on a vu à la Coupe du Monde un Caballero rater une passe horrible, tu sais, des choses comme ça. Maintenant, avant, tu faisais pas de passe au gardien en fait, les seules fois qu'il kickait la balle, c'était pour la dégager le plus loin possible, ou il faisait une passe avec ses mains. Maintenant, c'est un défenseur, c'est un libéraux, tu sais, l'exemple que tout le monde connaît, c'est de Manuel Neuer, qui, il y avait une photo de Guardiola qui écoutait analysait un match, et sur le tableau derrière lui, il y avait Neuer encerclé, et il était au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Wow. Parce qu'avec la possession, Neuer, il montait presque au milieu de terrain, ou à ses 40 mètres, il jouait avec lui s'il y avait personne, ou si les autres dégageaient, Neuer allait la récupérer dans le camp adverse, fait que les autres étaient étouffés. Parce que le football total, c'est la pression haute, tout le monde le pressing, parce que si tu récupères la balle en haut,
quand tu prends la balle, tu es à quelques mètres du but, tu viens de récupérer la balle, eux sont désorganisés, c'est là que tu peux faire mal. Et là, il fait ça, mais presque avec le gardien qui coupe les contres. Tu sais, Neuer contre l'Algérie en 2014, il leur a coupé tous leurs contre-attaques, c'était le gardien de but, genre c'était exceptionnel. Et maintenant, Ter Stegen au Barça le fait, peut-être un peu moins exagéré. Il s'est pris un but contre la Roma d'ailleurs parce qu'il était beaucoup trop haut. Ouais. C'est les risques évidemment, mais il fait ça, tu sais, il fait des relances. Piqué n'a plus besoin de descendre 40 mètres en sprint pour se tourner pour que le bloc descende. Non, c'est Ter Stegen qui le fait. Le bloc peut rester haut comme ça. On peut rester à la possession haute. On parlait encore une fois du football conquérant, c'est ça. C'est nous, on est toutes dans votre partie du terrain et on vous étouffe. On a vu souvent Ter Stegen dribbler des attaquants adverses ou aller récupérer des balles le long des lignes. Ouais, absolument. Est-ce qu'on pourrait dire que le sweeper keeper, ce serait un des apports contemporains, disons, de l'idéologie du football total qui avait pas nécessairement été pensé par les précurseurs ou les innovateurs qui sont venus avant lui? Ouais, on pourrait dire surtout que maintenant que la possession, chaque joueur était pris. Mettons, maintenant, les systèmes défensifs se sont adaptés à la possession. Qu'est-ce que les entraîneurs ont fait au début? Ils ont dit aux centraux de monter. Justement, tu regardes l'Allemagne, le Bayern Munich. Par exemple, l'Allemagne, quand Kroos et Khedira, Ozil et les latéraux sont marqués individuellement, Boateng, il monte à la hauteur du milieu de terrain pour recevoir la passe, pour faire sortir un joueur adverse, pour ouvrir un milieu ou un attaquant. Donc là, on a demandé aux centraux de monter. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Un 9 s'est adapté. Le 9 s'est mis à garder un des deux centraux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte les gardiens. Toujours avoir, dans le fond, le football total, c'est d'avoir un joueur disponible, un joueur en mouvement, un joueur de plus qui va te permettre de garder la possession de la balle. Et on a commencé avec le 6. Après, le défenseur central. Et là, le gardien, lui, évidemment. Et aussi, pour garder la balle, pour, mettons, Guardiola, au début, on avait de la difficulté quand la pression était haute. Parce que le Barça doit sortir par terre. Donc, on mettait la pression haute. Il y avait un joueur toujours tout seul, le gardien. Et on pouvait jouer avec Valdez à l'époque. Et lui, il était bon au pied. Il nous permettait de sortir avec la balle et briser la première ligne de pression. Donc oui, je pense que le gardien, c'est devenu beaucoup plus important, mais aussi parce que les autres se sont adaptés et ont essayé de trouver une faille au football de possession en allant chercher les centraux directement. Et c'est là que le gardien est devenu plus important. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport au pressing, qui est particulier par rapport au football total, en comparaison avec d'autres systèmes de jeu, c'est là, disons? Ouais, ben beaucoup de systèmes pour aussi pas se fatiguer, parce que le football total demande une qualité, une capacité physique incroyable. Tu cours pendant 90 minutes. Beaucoup vont préférer, on perd la balle, laisser les défenseurs se faire des petites passes, ils sont pas dangereux. On se met derrière, on les attend, on se fatigue pas, comme ça on reste lucide tout le match. Qui est une stratégie, bien évidemment, correcte aussi, ça fait du sens. Le football total, lui, c'est on veut la balle, on la perd, on la récupère. Guardiola, la fameuse règle de 6 secondes, où si on perd la balle, et il dit aux joueurs, si vous perdez la balle, vous avez 6 secondes. Si vous récupérez le ballon dans ces 6 secondes-là, on a une chance de marquer. Parce que les 6 secondes, les joueurs le récupèrent, adverse, ils essayent de trouver une solution. De défense, ils passent à ouvrir le jeu offensif, et c'est à ce moment-là que tu récupères la balle, et tu les prends en système ouvert, où tu peux marquer un but. Donc c'était ça aussi. Et le football total aussi, c'est on veut toujours la balle, peu importe, on va chercher le pressing pendant tout le match, on veut pas les laisser sortir avec la balle. C'était une fameuse phrase qui venait de Johan Cruyff, justement, qui résume un peu ce que tu viens de dire. L'attaquant de pointe est le premier défenseur. Absolument. Et le gardien de but est le premier attaquant. Absolument. Et moi, depuis mon premier entraîneur, et même moi quand j'ai entraîné, c'est la première chose que je dis aux joueurs. Quand tu es jeune, tu dois savoir que le premier qui défend, c'est l'attaquant. C'est lui qui va défendre sur les joueurs adverses. Et le premier qui va faire la passe, qui va donner le but, c'est le gardien derrière. Fait que c'est ça le football total. Et je pense que maintenant, tout le monde apprend à jouer comme ça aussi. Parfait. Mais notre épisode tire malheureusement à sa fin. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui que vous n'aviez pas nécessairement auparavant. Je te laisse le mot de la fin, Alec. Parler tactique, moi, je peux en parler pendant 2 heures. Je pense que j'adore ça. Mais oui, le football total, pour moi, c'est grandiose. Donc, un gros merci pour cet épisode. Merci à toi pour avoir participé. Puis j'espère qu'on va vous emmener à peut-être
allez lire ou allez vous informer encore plus sur cette philosophie magnifique qui est la raison pour laquelle on est tant en amour avec le FC Barcelona. Et bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, idéologiquement parlant, on est dans une période un peu creuse en termes de jeu, mais on souhaite de tout cœur que cette philosophie de jeu revienne de façon aussi claire qu'elle l'a été dans le passé. Et sur ce, merci à tous pour votre attention et à la semaine prochaine pour un autre épisode du Blaugrana Podcast. Ciao.